Bonjour et bienvenue dans notre onboarding pour Microsoft, pour Vim Backup pour Microsoft 365. Je m'appelle Ashraf et je suis ingénieur système chez Vim. Je fais partie du département de Customer Success. Aujourd'hui, je serai accompagné par mon collègue Mihai et j'ai le plaisir de vous présenter notre solution Vim Backup pour Microsoft 365. Tout d'abord, j'aurai quelques mentions par rapport au format de cet webinaire. Il y aura quelques slides ainsi qu'une démonstration du produit. La durée du webinaire sera d'environ 60 minutes. Euh, Bien sûr, la présentation sera enregistrée et nous allons vous partager l'enregistrement ainsi que les slides dans les prochaines 24 heures, plutôt 48 heures. Euh, et puisque vos micros et vos caméras sont actuellement désactivés, je vous encourage à utiliser le bouton questions et réponses, et mon collègue sera là pour répondre à vos questions en temps réel. Donc, il s'agit d'un outil très simple à déployer et à utiliser, et qui vous permet d'assurer la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité de vos données. Nous allons faire un tour de la solution, nous allons voir les composants de base, et nous allons aussi voir les fonctionnalités du produit. Alors, comme vous pouvez le voir sur l'écran, à gauche en haut, on a les services Microsoft en ligne qui sont actuellement supportés ou bien protégés par Vim. On a Exchange Online, OneDrive, SharePoint Online et Microsoft Teams. Un peu, un peu plus bas, il y a la partie Exchange et SharePoint qui sont hébergés en local. Donc cela vous permet de fonctionner en mode hybride et de protéger votre environnement Microsoft 365, que ce soit local ou sur un tenant Microsoft en ligne. Euh, un peu à droite, on a les, les trois composants principaux. On a le serveur proxy, c'est celui qui va s'authentifier à votre tenant Microsoft 365. Il va lire les données sources et il va assurer la création d'un backup. Il va aussi chiffrer vos données de sauvegarde et il va les transférer vers le répertoire de backup. Donc c'est un peu ça le rôle du proxy. Euh, Ensuite, on a le deuxième composant, et c'est le serveur de gestion, c'est le serveur Vim Backup pour Microsoft 365, qui se compose d'une base de données PostgreSQL qui permet de stocker la configuration ainsi que les jobs euh, et aussi la cache. On va s'en servir d'une cache locale et on verra ensemble l'utilité de cette partie. Euh, Aujourd'hui, la nouveauté, c'est la partie NAT. Donc, on a rajouté un serveur NAT qui fait partie du même serveur euh, que je vais vous présenter un peu plus en détail sur les slides qui suivent. Le troisième composant, c'est le répertoire de backup, là où nous allons stocker nos fichiers de backup. On peut utiliser du stockage local sur disque, comme on peut utiliser du stockage objet du type S3 compatible, que ce soit en local ou dans un cloud. Bien sûr, on recommande d'utiliser du stockage objet, car cela est idéal vu la nature de données générées par Microsoft 365, et aussi parce que les jobs de backup copy sont uniquement possibles à partir d'un répertoire objet vers un autre répertoire objet. Une fois qu'on a stocké nos backups, on sera en mesure d'utiliser notre portail de restauration. Nous allons utiliser des explorateurs similaires à ceux de Vim Backup et Réplication, euh, permettant d'effectuer des recherches et de restaurer des objets d'une façon vraiment granulaire. Il est aussi possible d'assigner des droits de restauration individuels, permettant par exemple à chaque utilisateur de restaurer ses propres backups
ou, ou bien à chaque manager on va déléguer les droits à un manager, par exemple, qui va restaurer les backups de son équipe. Et ça, c'est dans l'esprit de soulager un petit peu la charge de l'administrateur de la solution et de réduire le nombre de demandes de restauration qu'il peut recevoir. Donc cette solution, elle existe aussi en version SaaS, ou bien backup en tant que service. On appelle ça Veeam Data Cloud pour Microsoft 365, ou bien VDC. Il y aura quelques slides vers la fin de la présentation pour la partie software en tant que service. Et on verra ça ensemble. Alors, notre solution Veeam Backup pour Microsoft 365 utilise une base de données PostgreSQL centralisée pour gérer les données de configuration, les sessions de job, ainsi que la métadonnée. La métadonnée sera stockée sur une cache locale. Cette choix d'architecture permet de limiter le nombre de calls API effectués pendant les sessions de backup, les sessions de lecture ou recherche et les sessions de restauration. Puisque la cache est locale au serveur VBM 365, les calls API seront effectués en local, ce qui vous évite de générer des coûts supplémentaires. J'aimerais aussi préciser que la taille de la tâche, plutôt la cache, elle fait 1% de la taille totale des données sources. Donc vous voyez, ça consomme un espace vraiment faible. Ensuite, la console VBM 365 supporte les utilisateurs ainsi que les groupes. Et aujourd'hui, il n'y a plus besoin d'utiliser un compte administrateur local parce qu'on peut utiliser un compte personnalisé, un compte du domaine, pas besoin d'utiliser un compte local comme avant. On peut assigner le rôle administrateur au niveau de la console. On peut même générer un compte au niveau de la console. Et avec cette nouvelle approche, nous serons en mesure d'implémenter l'authentification à multifacteur au niveau de la console Veeam Backup pour Microsoft 365, ainsi que sur les explorateurs de restauration ou bien sur les portails de self-service. En ce qui concerne les sauvegardes immuables, donc Veeam supporte tout type de stockage objet. Nous allons utiliser les capacités natives de verrouillage d'objets et l'objectif est de se prémunir contre les attaques cyber et ransomware ou même pour se protéger contre la suppression accidentelle. Et puisque vos sauvegardes seront chiffrées par Veeam pendant la création de la backup, cela vous protège contre l'exfiltration de données aussi. La période d'immuabilité est configurée en termes de jours, et c'est possible d'augmenter la période d'immuabilité plus tard, après la configuration initiale. Il est recommandé de prévoir une période d'immuabilité qui sera inférieure ou égale à la période de rétention. Vous pouvez maintenant utiliser le mode de gouvernance, bien sûr en fonction du stockage choisi. Il y en a certains supports de stockage qui supportent le mode gouvernance. Et ce mode gouvernance va vous donner la possibilité de réduire ou de même annuler la rétention immuable en cas de besoin. Bien sûr, il faut dire que le mode compliance, c'est vraiment la norme et c'est souvent le mode recommandé parce que le mode compliance va rendre la donnée impossible à supprimer ou à chiffrer ou à modifier et ça va rendre, ça va garder la période d'immuabilité telle qu'elle et ça ne sera pas possible de l'annuler. Donc, le mode gouvernance est disponible sur la sauvegarde primaire ainsi que sur la copie de sauvegarde. Comme je l'ai déjà indiqué, le mode recommandé, c'est toujours le mode compliance, parce que l'objectif c'est de rendre la donnée inaltérable et de ne pas en avoir la possibilité de la libérer ou
de désactiver ce verrouillage, et c'est bien le mode compliance qui va vous assurer cette partie. Euh, donc, la période d'immuabilité est égale à la période de rétention. Ça, c'est disponible sur le stockage primaire ainsi que sur la copie de sauvegarde. La prolongation de la période de rétention, elle est possible sur la sauvegarde primaire, mais pas possible sur la backup copie, ou bien la copie de sauvegarde. Euh, la période d'immobilité inférieure à la période de rétention, elle est disponible sur la copie primaire en mode snapshot based. On verra ensemble pendant le lab la différence entre snapshot based et item based retention. Et le fait de prolonger la période d'immuabilité, c'est possible sur le stockage primaire et pas possible sur le stockage de backup copy. Une petite mention par rapport au mode gouvernance, ça reste quand même sécurisé parce que c'est possible de annuler ou de réduire la période d'immuabilité, mais seulement à travers un compte utilisateur avec des droits spécifiques. Ceci, c'est un exemple d'un diagramme d'une installation super simple et sécurisée. Cette infra va permettre de protéger jusqu'à 1000 utilisateurs. Donc à gauche, on a les services Microsoft à protéger. Au milieu, on a le backup server, sur lequel il y en a le serveur Vim Backup pour Microsoft 365. Il y en a aussi un proxy de déployer automatiquement pendant l'installation. Et il y en a aussi la base de données centralisée en PostgreSQL qui permet de gérer la configuration et la cache. Et à droite, on a un répertoire objet, là où nous allons stocker les fichiers de backup. Et dans cet exemple, tout se passe dans un seul serveur et toutes les données sont transférées directement vers le stockage objet. Voici la conception des jobs. Comme on peut le voir, il y en a 4 jobs sur la liste. On a prévu un job par service, donc un job pour la partie Mailbox, Exchange, un autre job pour la partie OneDrive, un autre pour SharePoint et un autre pour Teams. Il y en a une astuce que j'aimerais bien vous partager, surtout si pour ceux qui connaissent Vim Backup et Réplication. Eh ben, sur Vim Backup et Réplication, la période de rétention des sauvegardes est configurée au niveau des jobs. Contrairement à Vim Backup pour Microsoft 365, la rétention est plutôt configurée et gérée au niveau du répertoire de backup. Donc, si vous souhaitez sauvegarder différents groupes d'utilisateurs ou bien différents services avec une rétention différente, dans ce cas-là, il faut rajouter un répertoire de backup pour chaque période de rétention souhaitée. Et bien sûr, c'est souvent une bonne idée de créer un job par service pour éviter d'en avoir un seul point de défaillance et aussi pour faciliter la répartition des jobs sur la fenêtre de backup ou bien sur la journée de backup. Et ça permet d'ajuster les performances plus tard. Comme mentionné sur le slide, c'est recommandé de stocker les backups de SharePoint et de Teams sur le même répertoire. Comme ça, il n'y aura pas de données dupliquées, puisque ces deux services, ils partagent tellement de fichiers que ça sera une bonne idée de stocker leurs backups ensemble. Et à gauche en bas, il y en a la mention des proxys, ou bien un pool de proxys. Donc on verra la partie pool qui va nous permettre de regrouper plusieurs proxys, d'équilibrer la charge et on sera en mesure de utiliser un seul pool de proxy
pour gérer plusieurs répertoires. Voici notre calculateur Vim. Donc cet outil vous facilite le dimensionnement de votre serveur Vim Backup pour Microsoft 365, de vos proxys, ainsi que la taille du répertoire de backup. Comme ça, vous serez en mesure d'anticiper les coûts de stockage sur une certaine période de rétention, par exemple. Donc comme on peut le voir, on a la partie mailbox, archives de mailbox, OneDrive, il y aura aussi les autres services. Et ce calculateur existe pour Vim Backup pour Microsoft 365 et ça existe aussi pour Vim Backup et Réplication ainsi que d'autres produits Vim. Bien sûr, pour rappel, tous les slides seront partagés avec vous, donc il y aura ce lien-là et vous serez en mesure de essayer cet outil. Alors, là, on a le serveur NAT avec un moteur Jetstream. Il s'agit d'une nouveauté de notre produit. Donc, le serveur NAT fait partie du serveur de gestion Vim Backup pour Microsoft 365. Il est possible, bien sûr, de le déployer sur une machine dédiée si nécessaire, si jamais il y aurait une infra un peu plus large. À travers le moteur Jetstream, le serveur NAT nous permet de créer plusieurs fils de traitement. On peut penser à ces fils de traitement en tant que fils d'attente pour les changements des jobs, des files d'attente pour les contrôles des travaux ou bien des jobs, des flux d'événements de session, et ainsi de suite. Et le fait de créer plusieurs fils de traitement, ça va nous permettre de découpler ces différentes tâches et processus et de les redistribuer ensuite sous forme d'une queue de messages. On va les redistribuer vers un pool de proxy, et comme ça, le pool de proxy va consommer ces messages et il va automatiquement répartir et rééquilibrer la charge en fonction des ressources disponibles en termes de CPU et RAM sur les différents proxys du pool. C'est un peu ça le principe. Euh, et ça va permettre d'en avoir une meilleure performance et ça va permettre une haute disponibilité des proxys. C'est toujours mieux d'en avoir un pool de proxys que d'en avoir un seul. Là, on a quelques détails par rapport à l'équilibrage de charges automatisé qui sera effectué au niveau du pool de proxy. Donc, on fait ce load balancing, on fait ça à plusieurs niveaux. Donc, par CPU et RAM, par charge de CPU et RAM, euh, on a une limite par défaut de 64 objets par processeur ou bien par vCPU. Euh, on va plutôt vérifier l'utilisation moyenne des CPU et RAM de nos proxys toutes les 10 minutes. Et le nombre d'objets traités sera ensuite ajusté en fonction de la charge du processeur et de la mémoire vive sur chaque CPU, plutôt sur chaque proxy. L'équilibrage, c'est aussi basé sur l'étranglement. Donc, comme vous le savez, au niveau Microsoft, il y en a du throttling qui est actif. Ça permet de limiter l'activité de backup d'un point de vue Microsoft. Euh, et cette nouvelle approche, elle va nous permettre de mieux contrôler la charge et ça va réduire l'impact du throttling de Microsoft. Euh, donc on va contrôler le nombre d'objets qui seront envoyés pour le traitement, que ce soit pour faire des backups ou pour faire des restaurations. On va vérifier l'étranglement, donc le throttling de Microsoft, toutes les 10 minutes. Et on va augmenter le nombre d'objets traités en fonction de la disponibilité des proxys. Ensuite, au niveau traitement, donc les charges de travail, ici, ce sont les jobs, des backups
et les sessions de restauration, ils seront répartis sur plusieurs proxys. Il y en a une logique au niveau du serveur qui va prioriser les sessions de restauration. Comme ça, si jamais il y en a des jobs qui tournent, alors qu'il y en a un besoin de restaurer un gros volume de données en même temps, ce même pool de proxy sera en mesure de traiter à la fois les jobs de backup et la session de restauration, et il va prioriser la session de restauration. Euh, voilà. Ensuite, la partie euh, récalibrage, on a les jobs et les objets des jobs qui sont périodiquement redistribués entre les différents proxys du pool pour améliorer la performance. Ça va nous permettre par exemple, on sera en mesure de mettre un proxy hors ligne et les autres proxys ils vont reprendre la charge automatiquement. Si jamais il y aura un besoin de faire de la maintenance ou une mise à jour sur un proxy, on sera en mesure de le mettre en mode maintenance. Comme ça, les jobs ne vont plus utiliser ce proxy-là et la charge de ce proxy sera répartie sur les autres proxys du pool. Euh, Idem, si jamais on rajoute un nouveau proxy, automatiquement, le serveur va commencer à l'utiliser. Et dans l'autre sens aussi, si on supprime ou on perd un proxy, eh ben, la charge sera rééquilibrée sur les autres. Il y en a aussi un minuteur, donc toutes les 10 minutes, on va vérifier la charge euh, CPU et mémoire vive sur les proxys. Si jamais il y aura un redémarrage du contrôleur, on va aussi faire un récalibrage de la charge en ce moment-là. Et aussi, si jamais vous rajoutez un nouveau job, eh ben, on va automatiquement euh, faire suivre la charge vers notre pool de proxy euh, et le proxy le moins chargé sera attribué pour cette session de backup. Euh, et en fait, quand vous installez le produit la première fois, il y aura un proxy par défaut en local. Et ça, c'est le mode classique. Ça sera un seul proxy qui sera relié au répertoire de backup. Euh, et ça ne vous donne pas toute cette flexibilité. Donc, l'idée sera de déployer d'autres proxys et ensuite les mettre tous sur un pool. Cela sera fait à travers la console. On verra ça ensemble pendant la démo. Et de cette manière, euh, on va assurer la disponibilité des ressources proxy à tout moment. Donc, les proxy pools sont actuellement disponibles seulement si vous utilisez du stockage objet en tant que répertoire de backup. Il est possible de regrouper des proxys Linux avec d'autres proxys en Windows sous le même pool. Euh, et bon, voilà. Donc, il faut utiliser du stockage objet afin de bénéficier de cette partie de proxy pool. Les proxys, on peut les exécuter en tant que à travers un compte de service personnalisé. Auparavant, il fallait mettre en place un compte local. Et ben, ce n'est plus le cas. Vous serez en mesure de personnaliser les comptes utilisés pour les proxys, que ce soit en Windows ou en Linux. Euh, et vous pouvez utiliser un compte existant, ou bien vous pouvez générer un compte directement à travers la console Vim pendant le déploiement du proxy. Donc là, on a un exemple d'un déploiement à moyenne échelle. On a rajouté un proxy pool avec 3 proxys dedans, une machine dédiée pour le serveur Vim Backup Microsoft 365 et une machine dédiée pour la base de données Postgre et la cache. Bien sûr, on peut aussi séparer la base de données et la cache sur d'autres machines si besoin. Et cet exemple va nous générer deux backups. Oups. Il y aura une première backup
primary copy, et une copie secondaire. Et cela va nous assurer la disponibilité de nos sauvegardes, même en cas d'un sinistre. Là, on peut passer vers la partie démo. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, ou pas, ouais, ok, c'est bon. Là, je suis sur ma console Vim Backup pour Microsoft 365. Donc, je me suis déjà connecté avec un compte administrateur. Je suis sur mon lab. Pour commencer, j'aimerais bien vous montrer la partie multifacteur authentification. Donc, si je clique sur le menu principal à gauche en haut, je serai en mesure de y aller sur Manage Users et Roles, et ensuite Users et Roles. Et là, il y aura la partie Enable Multifactor Authentification. Là, sur ce lab, elle n'est pas active. Vous serez en mesure de l'activer. Elle est grisée actuellement parce que on n'a pas d'utilisateur de rajouter, on a juste un groupe. Et ben, avant d'activer les MFA, il faut rajouter les comptes de chaque utilisateur et ensuite on pourra l'activer. Ça sera le protocole OTP ou bien One Time Password, donc un protocole classique qui fonctionne très bien. Il y en a une multitude d'applications qui sont compatibles avec et c'est très facile à implémenter. On peut aussi vous partager la doc pour cette partie. Et si jamais vous en avez des questions, n'hésitez pas à les poser là, maintenant, et vous aurez la réponse en temps réel. Il y a la partie autolog-off aussi qu'on peut activer. Voilà. Donc, sur notre serveur, on a les composants de base. Donc, le premier composant, bien évidemment, c'est le serveur en lui-même. Là, on est sur une console, sur un client lourd, hein, la console locale au serveur. On peut y aller sur Backup infrastructure. On peut identifier nos proxys. J'ai un seul proxy d'installer actuellement, qui est local, en Windows, et on peut voir la charge sur ce proxy en temps réel. Voilà. C'est possible bien sûr de rajouter d'autres proxys. On fait Add Backup Proxy, on choisit si ce sera du Linux ou du Windows, on rajoute l'IP de la machine, et ensuite on sera en mesure de rajouter cette machine sur cette console, et Vim va déployer les composants nécessaires dessus afin que ça devienne un proxy. Très simple à déployer. Je ne vais pas y aller jusqu'au bout pour cet exemple. Une fois qu'on a rajouté les proxys, on sera en mesure de venir au niveau de Backup Proxy Pools. On fait un clic droit, on fait Add, et hop, on donne un petit nom à notre pool, Next, et ici, on sera en mesure de choisir les proxys qu'on a déjà rajoutés au préalable. On fait notre pool, et ensuite, on sera en mesure de l'utiliser. Ensuite, le deuxième ou le troisième composant sera notre répertoire de backup, donc le backup repository. Comme vous pouvez le voir, j'en ai 4 répertoires. Un disque local, c'est le répertoire par défaut qui est déployé par Vim pendant l'installation. On a rajouté aussi 2 autres répertoires objets, et on voit ici que celui-ci il est immuable et que la rétention elle est à 7 ans. Ensuite, il y en a une backup copie effectuée vers le deuxième répertoire objet. On peut y aller sur les configurations du répertoire, comme si nous allons rajouter un nouveau répertoire en fait. Donc on va lui donner un nom, une description,
On appuie sur Next. Ici, on va choisir si c'est un répertoire de type objet ou si c'est du disque local, euh, ou bien une baie de disque, hein. Euh, Dans ce cas-là, c'est du stockage objet, donc on va partir sur Next. C'est du S3 compatible, donc réellement il s'agit d'un répertoire objet S3 compatible qui est en local, sur une baie de type Object First. C'est l'équivalent d'Amazon S3 ou d'Azure Blob, au moins d'un point de vue opérationnel. Là, on va rajouter le point d'accès, la région et nos credentials pour se connecter au bucket. Et comme vous pouvez le voir, c'est déjà fait. Et là, on aura accès à notre bucket et au dossier qui est à l'intérieur de notre bucket, et c'est là où on va écrire nos backups. C'est possible de limiter le stockage d'objets. C'est une limite, donc une soft limit. Donc ça signifie que si jamais vous souhaitez éviter d'en avoir une augmentation de l'espace de stockage utilisé, vous pouvez cocher cette case et vous mettez la limite ici. De cette manière, si jamais il y en a des jobs qui sont en cours, on va les finir quand même, mais dès qu'on arrive à cette limite, on va pas laisser les nouveaux jobs se lancer. Voilà, on va attendre votre intervention. Et là, on peut choisir notre proxy ou bien notre proxy pool, hein. Là, puisqu'on a un seul proxy, ben, on n'a pas le choix pour cet exemple. Et ici, on a la période de rétention. Comme, comme indiqué au début de la présentation, la rétention, elle est configurée au niveau du répertoire. Pour celui-ci, on a une rétention de 7 ans. On peut faire aussi des jours ou des semaines. Euh, il y en a deux modes de rétention. Il y en a le mode ce qu'on appelle Snapshot Based Retention. Donc là, c'est souvent le mode recommandé et c'est la méthode classique de backup. Un exemple très simple sera si on fait une backup aujourd'hui, à cette heure-ci, euh, avec une rétention de 7 ans, eh ben, on va garder l'état actuel de vos données sur une sauvegarde et on va le garder pour 7 ans. 7 ans à partir du moment de création de la backup. Très simple. Par contre, il y en a le deuxième mode qui est en bas, Item Level Retention. Donc ce mode de rétention se base plutôt sur la date de création ou bien la date de la dernière modification au niveau d'un objet protégé. Par exemple, si on sauvegarde un objet aujourd'hui, ça peut être un site SharePoint, un mail, hein, un objet de Microsoft 365, et qu'on souhaite le conserver pendant une période de rétention, on va dire 30 jours par exemple, Vim va baser sa rétention sur la date de création du mail, hein, ou bien la date de la dernière modification du mail. Euh, donc, euh, contrairement au mode snapshot, qui se base sur le moment précis de création de la sauvegarde. Donc c'est un peu ça la différence. Et on recommande souvent le mode de snapshot based parce que c'est plus simple et ça permet de vraiment garder toutes les données sauvegardées et de suivre la rétention de 7 ans qui est établie. Si je clique sur le bouton Advanced, je serai en mesure de choisir la fréquence avec laquelle on va appliquer la rétention. Ce n'est qu'un détail, mais si vous faites une rétention en termes de jours, peut-être que ça va vous intéresser de faire d'appliquer la rétention une fois par jour. Par contre, si vous faites une rétention de plusieurs mois, voire même plusieurs années, dans ce cas-là, vous pouvez utiliser euh, la façon mensuelle. Et ce que je veux dire par appliquer la rétention, c'est le moment pendant lequel Vim va vérifier et elle va supprimer les backups les plus anciennes, voilà, suivant la rétention qui est mise au niveau du répertoire. Ensuite, ici, si je clique sur Next,
il y aura quelques fonctions. On voit bien qu'il est déjà immuable le répertoire. Donc l'immuabilité est configurée au niveau du stockage objet. On a activé du object lock, on a activé du versionnement de fichiers. Euh, on n'a pas activé le mode de gouvernance, on a laissé ça par défaut. Et c'est possible de chiffrer vos backups dans ce répertoire. Voilà. Dans ce cas-là, ça sera chiffré par Vim. Voilà, je peux cliquer sur Finish. Ou bien plutôt qu'un seul. Euh, et ensuite, une fois qu'on a nos composants de base, donc on a notre serveur Vim Backup pour Microsoft 365 qui est en place, on a notre proxy ou bien notre pool de proxy, on a rajouté notre répertoire, et bien l'étape suivante sera de partir sur le bouton organisation, et c'est là où vous allez renseigner les détails de votre organisation. Donc ici j'en ai une petite organisation de démo qui est déjà renseignée. Je vais quand même y aller dans les détails pour vous montrer ce qui est possible. Donc, euh, on peut sauvegarder les cas de service et on a le choix de sauvegarder les conversations Teams, les chats Teams. On peut les sauvegarder ou pas. Euh, si on décide de les sauvegarder, ça c'est sujet d'une de certains coûts supplémentaires qui seront générés au niveau de votre tenant Microsoft. Donc, avant d'activer cette fonction, ça vaut la peine de vérifier cet article afin de comprendre le mode opératoire d'un point de vue Microsoft. Parce qu'on va utiliser certains API qui sont payants pour sauvegarder les conversations. Mais sinon, on peut sauvegarder Teams. On ne va pas sauvegarder les conversations, mais on va sauvegarder toutes les données, tous les fichiers, tout ce qui est sur Teams. Ici, on peut choisir la région. Euh, on a choisi le mode Modern Authentification. D'ailleurs, les autres modes, tels que le mode Legacy et le mode basique, ils sont dépréciés par Microsoft. Donc, euh, aujourd'hui, il faut utiliser le mode d'authentification moderne. On a un petit KB ici par rapport à ce point. Euh, donc là, lors de renseignement de votre organisation, ou bien de votre tenant sur Vim Backup ou Microsoft 365, vous allez faire un choix. Vous allez soit déployer une application euh, à travers la console, soit vous pouvez utiliser une application existante sur votre tenant, si jamais il en a une. Cette application, c'est celle qui va nous faciliter l'opération de backup, d'authentification avec votre tenant, et ainsi de suite. Ici, on a le username, on a l'application ID, et voilà. Je vais cliquer sur Cancel. Donc, une fois qu'on a rajouté notre organisation, on peut commencer à générer des jobs. Et là, comme vous pouvez le voir, on a des jobs par service. Donc, un job pour OneDrive, plutôt celui-ci. C'est un job de backup. Un job pour Teams, un autre pour SharePoint et un autre pour Exchange. Il existe un autre job pour SharePoint. Celui-ci, il est stocké en local sur un répertoire local. Mais ce qui nous intéresse pour ce point, c'est plutôt les 8 derniers jobs ici. On a euh, un job par service. On va stocker les backups sur un répertoire immuable, comme on a vu, avec une rétention de 7 ans. Et ensuite, on a une backup copie vers un autre répertoire objet avec une autre rétention qui peut être immuable ou pas. Euh, c'est toujours une bonne idée de répartir les jobs un service par job, ou bien un job par service, histoire d'éviter de tout mettre sur le même job. Comme ça, si jamais il y aura un souci au niveau du job, ça ne va pas impacter tous les services. Euh, et bien sûr,
il y en a un détail assez important. Si vous allez décider de stocker vos backups sur différents répertoires, pensez à regrouper les backups de SharePoint avec les backups de Teams sur le même répertoire. Cela va permettre de éviter la duplication de données de backup et ça va vous gagner de l'espace. Euh, il y en a une petite astuce par rapport à notre backup. Donc lorsqu'on fait la backup, on va sauvegarder la donnée, on va s'en servir de la cache en local. Sur cette cache, on va donner à chaque objet sauvegardé un identifiant. Hein, on va attribuer un identifiant à chaque objet sauvegardé. Cet identifiant sera ensuite stocké sur la cache. Et ceci est important parce que euh, ça va nous éviter de re-sauvegarder les mêmes fichiers ou bien les mêmes objets, euh, surtout lorsque certains objets sont partagés entre deux services, par exemple entre Teams et SharePoint. Voilà. Au niveau des jobs, on peut, euh, on peut choisir de faire des exclusions, on peut sauvegarder un certain groupe, on peut sauvegarder toute l'organisation et faire des exceptions. On peut choisir les utilisateurs à sauvegarder. Donc, il y aura une flexibilité là-dessus. Si jamais il y en a des utilisateurs qui sont moins importants que d'autres, ben, vous serez en mesure de choisir ceux qui seront protégés. Euh, il y a la partie au niveau Home, on a la partie rapport ici. Ça vous permet de générer un petit rapport en PDF qui va documenter, par exemple, les mailbox qui sont protégés et ceux qui ne sont pas protégés, ou bien les utilisateurs protégés et ceux qui ne sont pas protégés. Ça peut aussi documenter la consommation d'espace de stockage pendant une, une période de temps que vous allez choisir. Hein. Euh, et bien sûr, si jamais vous avez un certain nombre de licences euh, à ne pas dépasser, par exemple, vous serez en mesure de déterminer quels sont les utilisateurs protégés et quels sont les utilisateurs qui consomment des licences Vim Backup ou Microsoft 365. Et à travers ce rapport, on sera en mesure de voir tous les utilisateurs et qu'est-ce qu'ils consomment comme licence. Voilà, donc euh, on a fait nos backups sur notre répertoire, et là, on peut naviguer nos backups pour faire des restaurations. Euh, je vais partir sur la backup la plus récente d'Exchange. On peut bien sûr faire une recherche et revenir en arrière dans le temps, choisir une certaine date. Là, il y aura un autre navigateur qui va se lancer. Et maintenant, on a toute notre euh, la partie Exchange. On a tous les utilisateurs protégés. On peut restaurer toute une boîte. On peut y aller sur un utilisateur. On peut naviguer les différents dossiers et fichiers et les différentes choses qui existent sur sa boîte. Par exemple, si je clique sur Archives, il se trouve qu'il n'y a pas de backup dedans. Sinon, on peut aller sur Deleted Items peut-être. Ici, par exemple, on a Jon Snow qui a supprimé certains mails. Peut-être qu'il a besoin de les récupérer plusieurs mois plus tard. Eh ben, ça sera possible à travers cette backup. On va faire un clic droit sur un mail. On sera en mesure de restaurer en plusieurs façons. On peut restaurer vers la boîte originale, ou bien on peut restaurer vers une autre boîte. On peut exporter le fichier en, en format PST. On peut le télécharger ici en local ou bien l'exporter et l'envoyer. On peut télécharger ce mail en format message ou bien .msg. Et en tant qu'administrateur, on peut ensuite le
l'envoyer vers l'utilisateur. On peut aussi lui renvoyer le mail simplement vers sa boîte ou bien vers une autre boîte. Voilà. Donc ça c'est pour Exchange. Il y en a l'équivalent pour SharePoint, Teams et OneDrive. On a toujours la structure qu'on va suivre et qui va nous permettre de restaurer des objets. Il y en a d'autres fonctions ici, telles que celle-ci, qui va nous permettre de comparer avec la prod. Donc on va comparer l'état actuel de la prod avec l'état de la dernière backup. De cette manière, si jamais il y aura une différence, ça va nous faciliter la recherche. Si jamais il y en a quelque chose de supprimé, eh ben, on sera en mesure de le voir ici. Un objet supprimé de la prod n'existe plus dans la prod, il existe sur la backup, on fait la comparaison, on peut le sortir. Euh, il y a la partie Advanced Search aussi, donc une recherche avancée. Il y en a différentes catégories. Ce qui est utilisé fréquemment, donc on peut choisir la condition, on peut rajouter des mots-clés, on peut chercher de cette manière, ou bien on peut simplement utiliser d'autres moyens en fonction de l'info qu'on a et on pourra retrouver l'objet en question. Voilà. Ouais. On a parlé de la partie portail de restauration web. J'aimerais bien vous montrer cette partie aussi. Donc, j'ai déjà ici un utilisateur, c'est Jon Snow. Comme vous pouvez le voir ici, c'est un restore opérateur. Si je clique dessus, il n'a pas d'autre droit, il peut juste se connecter ici, il peut visualiser les backups qui sont attribués à son compte. Il sera en mesure de choisir le point de restauration. Il sera ensuite en mesure de naviguer ses propres backups. Bien sûr, on peut lui déléguer d'autres backups d'autres personnes, si jamais ce sera utile. Et de cette manière, hop, on peut y aller vers, par exemple, la partie OneDrive, on peut aller vers ce dossier-là, on peut restaurer un fichier. Si on va restaurer plusieurs fichiers, on peut les rajouter sur une liste de restauration, et ensuite on les restaure tous ensemble, ou bien on restaure simplement ce fichier-là. Voilà. Dans le mode de restauration, on peut choisir si on va remplacer l'existant ou si on va garder l'ancienne et la nouvelle version aussi. Et c'est possible de restaurer, par exemple, pour la partie Exchange, on sera en mesure de restaurer vers une autre boîte si nécessaire. Donc voilà, très utile les navigateurs web. Voilà, comme ça on a fait un tour de la solution d'un point de vue démo. Je vais revenir rapidement sur les slides. J'aurai encore quelques slides à vous montrer. Voilà. Très bien. Donc, ici on a un autre exemple. C'est une excellente conception d'un serveur de Vim Backup pour Microsoft 365 avec un seul serveur de Vim Backup avec un portail de restauration. Il y en a de multiples proxys, comme vous pouvez le voir, plutôt des pools de proxys. Euh, ces pools de proxys, ils ont leur propre répertoire. Il y en a aussi d'autres répertoires pour les backup copies. Donc, voilà. Euh, dans cet exemple, on a redistribué les composants. Et maintenant, il s'agit d'un cluster de bases de données PostgreSQL sur des machines dédiées. Et il y a également un cluster des serveurs NATS.
Comme vous pouvez le voir, avec ce niveau de flexibilité de déploiement, la solution est en mesure de protéger des milliers d'utilisateurs assez facilement. Là, j'aimerais bien vous partager cette partie. Donc, ce qu'il faut retenir, on a notre lien sur lequel il y en a un guide de bonne pratique, bp.vim.com, pour Vim VB 365, donc Vim Backup pour Microsoft 365. On a des ressources de formation gratuites à la demande au niveau de Vim University, que ce soit pour ce produit ou pour d'autres. Il y en a un KB au niveau de notre knowledge base que je vous invite à consulter. Ensuite, le lien pour la calculatrice de dimensionnement. Un petit rappel par rapport au throttling d'Exchange Web, le throttling effectué par Microsoft. On a rajouté un KB pour cette partie. Et bien sûr, si jamais vous en avez des questions, vous pouvez toujours poser vos questions actuellement, immédiatement, je veux dire, à travers le bouton questions et réponses. On va rester quand même quelques minutes pour finaliser les questions existantes. Et si jamais vous en avez besoin d'aide, n'hésitez pas à contacter vim.customersuccess.onboarding@vim.com. Là, juste une mention de la partie backup en tant que service. On a Vim Data Cloud pour Microsoft 365. Donc, ça va simplifier la protection de données. C'est une solution qui est stable, moderne et très simple à utiliser, vraiment intuitif. Et tout est inclus dedans, hein. La partie stockage, le serveur de gestion, euh, tous les composants de l'infra, tout est inclus dedans sous forme d'un software en tant que service. Et aujourd'hui, c'est désormais alimenté par Microsoft 365 Backup Storage, ce qui est, euh, euh, ce qui est très 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 intéressant. Comme vous pouvez le voir ici, on a les services gérés par Vim à gauche, donc sur la solution Vim Backup, plutôt Vim Data Cloud pour Microsoft 365, on a les composants de base, donc le serveur Vim, les proxys, le stockage qui est illimité, la partie networking, la partie gestion de l'infrastructure, maintenance, patch et upgrade, euh, la partie sécurité, donc toute cette partie est gérée par Vim, et tout ce qui reste à gérer du côté client, ça sera la création des jobs de backup, les sessions de restauration, et la partie e-discovery ou bien la recherche avancée globale permettant de chercher des objets au travers de plusieurs backups de plusieurs utilisateurs. Donc vous serez en mesure de personnaliser vos sauvegardes, vous décidez quand est-ce que la sauvegarde tourne, euh, la fréquence ça peut être par jour ou toutes les 4 heures, toutes les 8 heures, voilà. Euh, vous pouvez choisir la région ou bien le pays sur lequel on va stocker vos backups. Vous pouvez modifier la rétention. La rétention de base, elle est de 7 ans. On va stocker vos données sur un répertoire objet Azure qui est géré par Vim et qui est bien sûr chiffré. Et le stockage est illimité. D'un point de vue sécurité, il y a la partie airbag ou bien role-based access control. Ça va vous permettre d'affiner les permissions que vous allez accorder à vos utilisateurs. Bien sûr, il y en a aussi une interface de self-service qui permet à l'utilisateur de restaurer ses propres backups. On peut aussi restreindre l'accès par plage d'adresse IP. On peut sélectionner un plage d'adresse IP de certaines machines et seulement ces machines-là seront en mesure de solliciter la solution VDC. Vous serez en mesure de générer des rapports similaires à ceux qu'on a vus, hein, des rapports permettant de documenter les utilisateurs protégés, les licences consommées, les boîtes protégées ou non protégées, et ainsi de suite. Vous serez en mesure de surveiller l'activité parce qu'on va garder un log de toute l'activité qui se passe sur cette interface web.
toute l'activité de restauration, de backup, toutes les actions effectuées par les utilisateurs et ainsi de suite. Et bien sûr, vous serez en mesure de exporter vos logs vers un outil CM, par exemple, à travers un serveur syslog. Donc ça, c'est quelque chose qui est déjà euh, possible sur VDC. Donc, ici, on a euh, les différentes offres disponibles aujourd'hui pour VDC, pour la solution SaaS. À gauche, on a le mode Express. Comme vous pouvez le voir en bas, c'est marqué Powered by Microsoft 365 Backup Storage. Donc c'est vraiment l'équivalent, c'est vraiment la solution Microsoft qui permet de sauvegarder les services Microsoft. Donc Vim peut utiliser la méthode Microsoft si vous décidez d'acheter la licence en Express, ou bien vous pouvez aussi utiliser le mode Vim, ça sera en mode Flex à droite. Ça va vous donner plus de flexibilité, granularité de restauration, choix de rétention, choix de fréquence de backup, euh, et le support pour Teams. Hein, on peut sauvegarder Teams. Et bien sûr, si jamais vous souhaitez bénéficier des deux versions, on a toujours Vim Data Cloud pour Microsoft 365 en version premium. Alors là, ça vous donne accès à toutes les fonctionnalités, que ce soit ceux de Vim ou ceux de Microsoft. Donc l'idée ici, c'est d'avoir une backup rapide, une restauration rapide, et de rendre la donnée disponible à tout moment, tout en sachant que la solution est euh, gérée par Vim, donc ça met moins de responsabilités et moins de charges sur vous, sur vos administrateurs de votre infra. Et voilà. Et là, si jamais vous souhaitez nous faire un retour sur expérience, si jamais vous souhaitez nous joindre pendant nos événements Vim, tels que VimOn, euh, n'hésitez pas à nous solliciter à travers cette adresse mail. Vous serez en mesure d'avoir l'opportunité de prendre la parole pendant l'une de nos événements, tels que VimOn. Euh, Si jamais vous en avez eu une expérience avec Vim et que vous souhaitez mettre en valeur votre expertise ou votre expérience sur l'une de nos solutions, eh ben, vous pouvez aussi nous solliciter. Euh, et ça sera sur Vim, plutôt sur advocacy@vim.com. Voilà, là nous sommes à la fin de la présentation. J'espère que c'était instructif. On reste disponible encore quelques minutes pour répondre à vos questions. Voilà, je vous remercie pour votre participation et je vous souhaite une très bonne fin de journée.